je m'appelle Sofiane Nori, je suis doctorant en anthropologie de la santé, donc santé axe fait religieux, au laboratoire LCF, donc, sous la direction du professeur Thierry Malbert, qui est anthropologue, et la co-direction du docteur Michel Spodenkevich, qui est à l'UFR Santé, qui est pédopsychiatre et méthodologiste au CIC, INSERM. Donc j'ai une affiliation CHU de La Réunion, parce que je suis également co-thérapeute dans le dispositif de consultation transculturelle du CHU de La Réunion. Donc on accueille l'altérité à l'hôpital. Et je suis enfin consultant auprès du ministère de la Justice sur des questions de radicalisation. Donc c'est la mission de lutte contre les radicalisations violentes, radicalisation religieuse et politique, donc extrême droite, etc. Alors aujourd'hui, je vous présente une communication qui porte le titre de la coutume en situation de migration, entre défis de conservation et nécessité d'adaptation. Le cas des Fundis comoriens à l'île de la Réunion. Nous allons définir tous ces concepts. L'objectif de cette communication est assez simple. C'est à travers une approche anthropologique. Donc je suis anthropologue. L'anthropologie, qu'est-ce que c'est ? Si je reprends les mots de Jean Benoît, un anthropologue, c'est un traducteur culturel. C'est celui qui traduit la culture de l'autre, symboliquement. Et c'est les autres, ceux qui sont en face de nous, donc les professionnels de santé, par exemple, qui vont se saisir de cette traduction pour l'utiliser dans leur pratique clinique, par exemple. Alors, nous chercherons à travers cette communication à interroger des éléments de la coutume, de la diaspora comorienne à la Réunion. Et enfin, rendre compte et analyser des références coutumières dans le discours d'un Fundi comoro-réunionnais à propos de la pandémie de Covid-19. Pourquoi la pandémie de Covid-19 ? Parce que mon enquête de terrain, qui porte sur ma thèse, c'est une enquête de longue durée qui démarre le 17 mars 2020, qui a démarré le 17 mars 2020, qui s'est terminée le 20 février 2022, sur presque 2 ans, auprès de 14 Fundis, 10 Fundis guérisseurs, apportés presque exclusivement sur le discours en lien avec la pandémie de Covid-19 à l'île de la Réunion. Une contextualisation est nécessaire sur les éléments de langage. Le concept de coutume, de quoi je parle ? Il y a plusieurs types de définitions, comme c'est très compliqué à définir la coutume. C'est un concept assez pragmatique. Donc je retiens la définition suivante. Il désigne l'ensemble des modèles de comportement transmis par la tradition et logés dans le groupe. Alors les modèles de comportement en shimaoré, en tout cas en swahili ou en shikomor, on appelle ça adabu. Ça vient du mot arabe adab. Adab, ça veut dire le comportement. Cette science qui est ilm al-adab, qui a été développée par Averroès au Moyen-Âge, et ce qui a donné aujourd'hui la déontologie, donc la science du comportement, ilm al-adab. En situation de migration, pourquoi ? Parce que la coutume, elle doit être interrogée et négociée en situation de migration. La migration rend les personnes vulnérables, et ce qui égrène certaines pratiques coutumières, comme l'a montré Marianne Grima en 2006 dans sa thèse. Il faut repenser le groupe, la famille, les rites de passage, les unions, etc. Enfin, quand je parle de monde anthropologique comorien, je parle des Comores au sens large, de l'archipel des Comores, les quatre grandes îles, donc la Grande Comore, Moélie, Anjouan et bien sûr l'île de Mayotte, qui est département français depuis 2011. Il me semble que d'un point de vue anthropologique, elles sont presque indissociables. Je vais vous parler d'islam sunnite. L'islam sunnite de Riyad Shafii, qui est l'islam qui est pratiqué aux Comores. Donc l'islam sunnite, qui s'oppose à l'islam chiite, je donne toujours ce moyen mémotechnique. Le chiisme commence par la lettre C. Chez les chiites, il y a un clergé, un pape, qu'on appelle les ayatollahs, par exemple en Iran. Et chez les sunnites, il n'y a pas de clergé, d'où la difficulté d'unir l'ensemble des sunnites. Et enfin, de Riyad Shafii, pourquoi ? Parce que c'est l'école juridique, alors attention, ce n'est pas du droit, c'est de la jurisprudence islamique, ce qu'on appelle la sharia, donc le droit musulman. C'est ce qu'on appelle un madhab en arabe. Le rite shaféite est le rite qui est proposé par les Comoriens, donc de l'archipel des Comores, pour étudier, comprendre les textes religieux. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce qu'un fundi ? On entend ce mot très régulièrement. Un fundi, c'est essentiellement un homme. Vous verrez qu'il y a des femmes qui s'autoproclament fundi, mais elles ont vraiment des grosses difficultés, en tout cas, à lutter pour avoir ce titre. C'est un homme qui est détenteur d'un savoir académique, religieux, opérationnel, un savoir issu d'un don ou d'un contre-don, ou d'une lignée particulière, un héritage patriarcal, patrilinéaire, comme l'a décrit Chouzour dans son ouvrage « Le pouvoir et l'honneur ». Moi, je vais m'intéresser particulièrement aux Fundis guérisseurs, c'est-à-dire ceux qui désignent, donc dans ma communication, un Fundi est un tradit praticien qui utilise des pratiques magico-islamiques et animistes dans le but de soigner et de protéger du malheur, comme nous l'a dit Sophie Blanchy. Donc mon hypothèse à travers ça, c'est qu'il construit un ensemble de sens et de significations pour ses usagers. Nous verrons ça dans les hypothèses. Juste un petit rappel, on a parlé d'écoles juridiques dans l'islam. Il y a 4 grands madhab, 4 grandes écoles de jurisprudence islamique dans le monde sunnite. Alors nous, on va s'intéresser particulièrement aux chaféites. Je vais vous demander de retenir quelque chose d'important. Regardez, j'ai mis des cercles. On voit bien l'archipel des Comores, Madagascar.
Sur l'archipel des Comores, je vous ai dit, c'est en bleu, bleu foncé, donc ce sont des chaféites, d'accord? Et il y a d'autres chaféites qui se trouvent dans le monde, entre autres, le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie, la Malaisie, et vous verrez que ça aura un intérêt pour notre étude de cas de tout à l'heure. On retient ça. Et par analogie, à La Réunion, il y a une autre école qui est prédominante, c'est l'école Hanafi, ce sont les indo-musulmans réunionnais, dits arabes en créole. Pour contextualiser le monde comoro-réunionnais, donc le monde comorien à La Réunion, donc ici à La Réunion, tout le monde sait, nous sommes dans une société créole, métissée, pluriconfessionnelle, syncrétique, animiste également, où le fait religieux se vit, la coutume se vit au grand jour, sans aucun problème. Les itinéraires thérapeutiques sont pluriels, c'est-à-dire que quand on se soigne à La Réunion, on peut aller voir un médecin généraliste, mais on peut aller voir un tisaneur, un guérisseur, un gratteur de bois, etc., etc. C'est quelque chose qui est presque dans la norme de cette culture réunionnaise. Il y a une migration provenant de l'archipel des Comores qui est ancienne. Les Comoriens sont des voyageurs. Le monde comoro-réunionnais, il est à La Réunion, il fait présence de fundi guérisseurs, comme je vous l'ai dit, avec des pratiques de guérissage dites coutumières, magico-islamiques et talismaniques, avec la convocation thérapeutique du sacré, comme disait Jean Benoît, et de la coutume. Juste pour rappel, le monde comorien, c'est un monde qui vient de l'empire bantou, l'Afrique de l'Est, donc les Grands Lacs, ce qui a donné l'animisme et la langue swahili. Bien sûr, arabo-shirazien, l'héritage des sultans, donc Shiraz, c'est l'Iran actuel, Arabo, c'est le sud du Yémen, qui a donné l'islam et les sultans, et enfin aussi d'Austronésie, et de Madagascar. Donc c'est un monde qui est métissé au même titre que le métissage réunionnais. La coutume comoro-réunionnaise, ici à La Réunion, comment est la coutume des Comoriens? Là, je me base sur mon étude de terrain, donc je vous décrirai la méthodologie tout à l'heure. Pour moi, la coutume qui est au centre, à La Réunion, elle est véhiculée d'abord par une tradition orale. Il faut savoir que la place de l'écrit a longtemps été marginale dans la société comorienne et on s'est longtemps assigné à la tradition orale. La tradition écrite est arrivée avec la langue arabe et l'islamisation, essentiellement. Enfin, le lignage. Le lignage, c'est les lignées. Les lignées, les Nsi. Les Nsi, c'est les anciens royaumes. Enfin, les charifous. Les charifous sont les charifs, les descendants du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Ces descendants ont une notabilité particulière aux Comores et vous verrez que les Fundis en profitent également. Enfin, quelque chose d'assez classique, c'est le Hadda. On dit chez les Comoriens que plus le A il est grand, plus le Hadda. Hadda, c'est le grand mariage, le Handa. Plus le grand mariage est grand, plus le A est allongé. C'est comme ça que blaguent les Comoriens en général. Envers la langue, la coutume est portée par une langue, par une origine linguistique. Le chicomore, mais pas seulement. Toutes les langues de l'archipel des Comores, mais également le créole en situation de migration. La créolisation des pratiques est présente à La Réunion. Et bien sûr la langue arabe qui va, on va dire, venir tamponner d'un sceau une forme de sacralité et de légitimité de cette coutume. Ces fundis sont parfois des néo-fundis. En situation de migration, on transforme les pratiques et ces fundis ne sont plus des praticiens traditionnels comme on les imagine dans leur banga, mais qui ont parfois des professions dans le profane. Par exemple, ils sont parfois infirmiers, parfois ils sont sages-femmes, parfois ils sont commerçants, ils sont imams, ils travaillent dans le médico-social. Donc ils ont une double légitimité qui fait d'eux des néo-guérisseurs, des néo-fundis, donc qui portent encore plus la coutume. Et enfin l'islam qui est au cœur de la société comorienne à La Réunion, cet islam sunnite de rite shafi'ite, à travers des tariqa. Tariqa, ça vient de l'arabe tariqa, qui veut dire confrérie soufie. Toroq en arabe, c'est chemin. Ça veut dire une idéologie face à un chemin. Donc c'est une spiritualité au même titre que la gnose chez les chrétiens et la kabbale chez les juifs. Enfin, cet islam shafi'ite, il est également porteur de corpus. Vous verrez, on voit ça juste tout à l'heure, des corpus juridiques qui sont écrits. Que vous dire d'autre sur cette coutume comoro-réunionnaise? C'est qu'elle est précaire à La Réunion, parce que la société comorienne est décrite comme précaire socio-économiquement et géographiquement également. Il y a très peu de présence de palachios. Les palachios, ce sont les petites madrasas, les petites écoles coraniques qu'on retrouve à Mayotte, qui ne sont que très peu présentes à La Réunion, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de lieu. Pour avoir un lieu, il faut de l'argent, il faut l'acheter, il faut le construire. Donc c'est des établissements très précaires. Ça veut dire que là, on est face à un conflit de loyauté, parce que les petits marmailles, les petits enfants mahorais et comoriens, ils vont dans les chionis, donc dans ces établissements où on apprend le adab, le comportement et le Coran, chez les indo-musulmans, qui eux n'ont pas la même jurisprudence islamique. Ce sont des hanafis. Donc il y a conflit de loyauté parce qu'à la maison, papa et maman, ils sont shafi'i, ils ont le comportement, le adab, la coutume d'un shafi'i, mais à la madrasa, on m'apprend le comportement et la loi des hanafis. Donc il y a parfois des clashs à la maison, des contradictions. Le Maoulida n'est pas investi. Le Maoulida, c'est la fête numéro 1. Donc c'est cette espèce de festivité sur 3 jours qui est à Mayotte, qui est très suivie également aux Comores. Le Maoulida, ça vient du terme Maoulid, qui veut dire l'anniversaire.
Le Mawlid al-Nabawi, c'est l'anniversaire d'un homme, le prophète de l'islam, Mohammed, qui est très suivi à Mayotte et aux Comores, mais il n'est pas du tout suivi ici à La Réunion par les indo-musulmans. Parce que pour les indo-musulmans, c'est une bid'a, une innovation. Donc c'est un grand péché. Or, comme le rapport au corps, le rapport à la fête est différent dans le monde comorien, c'est une grande festivité. Et ils n'ont pas de lieu pour faire ces festivités, c'est pour ça que je vous dis qu'il est peu investi. Les Touaregas sont en sommeil, ces confréries soufis sont somnolentes car ils n'ont pas de lieu pour vivre. On avait une communication il y a quelques mois ici à l'université d'une chercheuse qui était venue nous présenter ses recherches sur le débat, cette danse traditionnelle à Mayotte, qui est une danse soufie, une danse mystique, mais qui ne peut pas se faire dans un lieu rituel ici à La Réunion, car il n'y a pas de lieu. Et forcément, vous imaginez bien que les indo-musulmans ne prêtent pas ces lieux-là, parce qu'ils considèrent que c'est une bid'a, c'est une innovation. Que vous dire, peu de représentativité de cette coutume religieuse également. Pourquoi ? Parce que sur le CRCM, le Conseil représentatif du culte musulman à La Réunion, un seul membre sur 24 est musulman chaféite et comorien. Donc ça fait une très faible représentativité et ça crée des problèmes. La justice cadiale n'existe pas à La Réunion. Il y a un cadi à la maison de Mayotte, mais il est mahorais et il n'a pas de légitimité auprès des Comoriens. Alors que font les Comoriens ? Ils vont voir les fundis, ces fundis guérisseurs qui font office de cadi, de justice cadiale. En tout cas de conseil cadial. Donc les fundis dépassent leur fonction, ça devient effectivement des néo-fundis. Des fundis garants de la coutume. On est sur une autre slide. Pourquoi est-ce que ces fundis au centre sont garants de la coutume à La Réunion ? Parce qu'ils se légitiment d'un lignage, souvent. Ils disent « je suis un sharif, descendant du prophète, donc quelque part, j'ai une légitimité que les autres n'ont pas. Je fais partie d'une tariqa, c'est-à-dire d'une confrérie soufie. Ça donne aussi une espèce de légitimité très forte chez eux. Ils ont du ilm. Le ilm, c'est la science religieuse et science profane. Enfin, ils maîtrisent la langue, que parfois certains ne maîtrisent plus. Le chi-comore, le chi-maoré, etc. Mais particulièrement la langue arabe. C'est ça qui va vraiment appuyer leur légitimité. Et enfin, le créole. Et la plupart, il faut bien manger, ils ont une profession dans le monde profane. Et comme je vous disais, souvent, ils ont une profession qui est assez bien intégrée dans la société. Et souvent, ce sont des diplômés. Ils ont régulièrement des bacs plus, etc. Juste pour les juristes, parce que je sais que les juristes aiment les ouvrages, il n'y a pas de code de santé publique ou de code civil dans le monde musulman. Il y a ce qu'on appelle des mousnad. Et le mousnad de l'imam Shafi'i, c'est celui-ci. Il est en 2 volumes, parfois en 4 volumes, qui est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, pourquoi il est considéré comme étant un juriste dans le monde musulman ? C'est que 2 siècles après la mort de Mohammed, au 7e siècle, prophète de l'islam, il a fallu interpréter des textes religieux. Alors comment on les a interprétés ? À travers des corpus juridiques, dont le Mousnad al-Shafi'i, qui était lui-même un théologien, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a contextualisé un texte religieux qui datait de 2 siècles au contexte de la vie du 9e siècle. Et c'est ce que font les juristes actuellement et les cadis. Ma question de départ, elle est très simple. À travers la pandémie de Covid-19, on revient à notre pandémie. Pourquoi y a-t-il eu une augmentation, c'est ce que j'ai constaté, des sollicitations des fundis ? Donc ils ont été très sollicités pendant la pandémie. Je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on les a appelés ? Pourquoi est-ce qu'on leur a demandé conseil sur la pandémie ? Quel a été leur discours de ces fundis face à leurs usagers durant la pandémie ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont mobilisé ? Quels conseils et comment est-ce qu'ils ont argumenté leurs avis face à leurs usagers ? Les usagers disaient, mais qu'est-ce qui se passe là pendant la pandémie ? Est-ce que j'accepte la vaccination ? Est-ce que je mets le masque ? Est-ce que je ne le mets pas ? Que dit la coutume comorienne sur cette question ? Parce que moi, je ne fais pas confiance en ce qu'on me dit à la télévision et dans les médias. La problématique, elle est très simple, c'est que pour moi, il y a eu une absence de sens. Absence de sens de quoi ? De la pandémie pour certains usagers de ces fundis. Ils n'ont pas réussi à construire du sens et des significations. Une absence de sens des politiques de santé publique. Le confinement, la distanciation sociale, la mosquée, le ramadan, etc. Ça a été compliqué pour les Comores-Réunionnais, qui sont en opposition avec la coutume. Je vous rappelle que nous, en Occident, Descartes disait « je pense donc je suis », mais dans la tradition, on dit « je suis donc nous sommes ». C'est le « je-nous ». Sami Tchak a bien étudié tout ça. Nous sommes dans un dispositif qui est groupal. Le je n'existe qu'à travers le nous. C'est ça l'archipel des Comores. L'hypothèse principale, la mienne, elle est simple, c'est que l'utilisation d'éléments coutumiers par les fundis ont permis la construction d'un ensemble de sens et de significations durant cette pandémie de Covid. L'approche méthodologique est celle de la socio-anthropologie. Je ne vais pas vous refaire un laïus sur la méthode socio-anthropologique, mais en tout cas, elle s'est déroulée dans le sud de la Réunion. Entre mars 2020 et février 2022, j'ai mené 39 entretiens semi-directifs pour pouvoir accéder au lieu du rituel de 14 fundis. J'ai pratiqué 189 rituels de manière observante et participante.
hein. J'ai interrogé ces fundis à travers leur récit de carrière, comme disait Passeron, c'est-à-dire récit autobiographique, récit individuel, et j'ai amené ça à travers une approche anthropologique interprétative, comme l'a pensé Kleinman. Ma posture est celle d'un chercheur, mais également celle d'un assistant fundi, hein. Je me suis dit, il faut mouiller le maillot, comme le disait très bien Jeanne Favre-Saada. Bien sûr, c'est critiquable d'un point de vue méthodologique, mais j'attends vos questions, ne vous inquiétez pas. D'un point de vue méthodologique, le diagramme de flux, c'est le suivant. Je voulais juste vous amener vers le petit chiffre que j'ai entouré. Donc j'ai mené 189 entretiens, mais dans mon inclusion, j'en ai retenu 130, parce qu'il y en a 130 qui portaient exclusivement sur la pandémie de Covid, et c'est là qu'on va interroger la coutume. Juste pour indication, regardez le profil des fundis, 4 commerçants, 5 professionnels de santé en activité ou à la retraite, donc diplômés d'instituts d'études de santé, 3 travailleurs sociaux et 2 imams, donc très éclectique. 12 hommes et 2 femmes. Le cas du fundi Rajabou, un fundi face à la pandémie de Covid-19, on arrive dans l'étude de cas, accrochez-vous, on y va. Le fundi Rajabou, c'est un personnage public à La Réunion, c'est certainement le fundi le plus influent du monde réunionnais, c'est le fundi et l'imam principal de la mosquée du Port, qui, je vous rappelle, est la seule mosquée et c'est le seul centre culturel comorien de France. Parce que même à Marseille, où c'est la plus forte communauté comorienne de France, il n'y a pas de mosquée comorienne. Donc la première qui a été construite, elle est à La Réunion, au port, avec des fonds mixtes, comoriens et réunionnais, mais aussi indo-musulmans. C'est un Comore-réunionnais qui vient de la Grande Comore, il se dit Sharif, donc descendant du prophète, et il est un alim, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études de théologie musulmane, mais qui a également un travail dans le monde profane, il est commerçant. Un des fundis les plus influents de La Réunion, je vous l'ai dit, il est très présent sur les réseaux sociaux numériques et sur le terrain associatif, YouTube, Facebook, etc. Très présent. Il me dit lors d'un de mes extraits, lors d'un de mes entretiens, il me dit, je cite, « La coutume est ce qui a guidé nos ancêtres lorsqu'ils ont été atteints de malheurs, cyclones, choléra, colonisation, etc. Pour rester unis. » Donc la coutume synonyme d'union. L'intégration des jeunes Comoriens à La Réunion passera par une conservation de nos traditions et non pas par un effacement de celles-ci. Nous avons conscience que nos traditions doivent s'adapter pour exister, mais elles ne doivent pas devenir un folklore. Notre communauté se caractérise par sa solidarité. Nous sommes en pleine pandémie de Covid. Je vous ai dit, la première vague de pandémie s'est tombée 2 mois avant le premier mois de Ramadan, donc de la pandémie. En mai 2020, premier mois de jeûne en période de pandémie, confinement partiel, etc., etc., distanciation, masque. Donc les prières collectives sont interdites. Le mois de Ramadan est le mois le plus important dans la communauté comorienne à La Réunion. La rupture des repas qui se fait habituellement à la mosquée ou en groupe a été déconseillée, voire interdite. On conseillait d'avoir 4 personnes maximum à table selon l'ARS. Les distanciations sont fortes, le port du masque est obligatoire, le petit pèlerinage à la Mecque, le Umrah, est interdit, et les prières de l'Aïd el-Fitr sont limitées, donc la prière de fin de Ramadan est limitée, voire interdite. Ça cause des vrais problèmes et une interrogation envers le fundi. Le fundi Rajabou, c'est ce monsieur. Regardez, prêtez attention à ce monsieur. Nous sommes ici sur le compte Facebook de la mosquée Chaféite du Port. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette émission en direct. Et nous avons cet homme, nous sommes le 22 mai 2020, à la fin du Ramadan 2020, première grosse pandémie à La Réunion. Il est interviewé par une chaîne, pas n'importe laquelle, regardez le logo, c'est la chaîne Al Jazeera. Al Jazeera, c'est le CNN du monde arabe, c'est la chaîne la plus écoutée dans le monde arabo-musulman. Interviewé Al Jazeera, ce petit monsieur qui vient de la ville du Port. C'est intéressant. Tout de suite, ça, bien sûr, ça m'a intrigué. Pourquoi cette interview? On lui a demandé, là-bas à La Réunion, il y a des musulmans, dites-nous comment s'est passé votre mois de Ramadan. C'était une émission spécifique pour le mois de Ramadan. Donc la veille du dernier jour de Ramadan, il dit, écoutez, ici, ça s'est très bien passé, voilà les conseils que j'ai donnés à mes coreligionnaires à travers notre pensée à nous les Comoriens. Il dit, je suis d'accord avec les médecins, interview en arabe, dans un arabe impeccable, très bon arabophone, monsieur Rajabou. Il dit, excusez-moi, aux journalistes, je suis d'accord avec les médecins, le virus existe vraiment, le virus attaque les poumons, il faut porter les masques pour se protéger, se laver les mains dès qu'il le faut, respecter les règles. Il faut prier chez vous, c'est ce qu'il dit à ses coreligionnaires. Si une épidémie se déclare, donc il utilise un hadith pour justifier ses dires, donc pour asseoir ses dires. Qu'est-ce qu'un hadith? Revenons en arrière. Dans le monde catholique, il y a la Bible, c'est l'équivalent du Coran dans le monde musulman, il y a les évangiles. 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Très bien. L'équivalent des évangiles dans le monde musulman, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Dans les évangiles, il y a l'histoire d'un homme, Jésus, durant ses 2 ans d'errance. Dans le hadith, il y a l'histoire d'un homme, Mohammed, prophète de l'islam, durant sa prophétie et durant sa vie. Les musulmans, pour asseoir la légitimité du Coran, de manière générale, surtout les clercs, ils s'appuient sur le corpus de hadith pour asseoir la légitimité du Coran d'un point de vue juridique. Il y a un hadith qui dit,
Écoutez, au 7e siècle, il y a eu une épidémie de peste à la Mecque. Et les compagnons du prophète Mohammed, c'est-à-dire ses apôtres, lui disent « Mais que pouvons-nous faire face à une épidémie qui tue tant ?» Il répond « Si une épidémie se déclare dans le pays où vous êtes, n'en sortez pas pour le fuir. Et si vous entendez qu'elle s'est déclarée dans un pays, ne vous y rendez pas. » C'est le hadith de Ta'oun. Ta'oun, ça veut dire la peste en arabe. Les médecins n'ont rien inventé, dit le Fundi Rajabou. Le prophète Mohammed avait en son époque conseillé aux sahaba, aux compagnons, le confinement et les gestes barrières. Il transpose une histoire sacrée à une histoire profane. Le discours coutumier est le suivant également. M. Rajabou dit « Rester chez soi et écouter ce que disent les autorités, comme l'a dit Rasulullah, le prophète de l'islam, c'est faire la moussada. La moussada, en droit musulman, c'est ce qu'on appelle l'entraide communautaire. Ça renvoie au terme de jurisprudence, la maslaha, c'est-à-dire l'intérêt collectif. Enfin, le Fundi face aux Djaoulas. Qui sont les Djaoulas à La Réunion et à Mayotte? Les Djaoulas, ce sont les orthodoxes. Alors, j'aime pas ce terme. Certains comparent les Djaoulas aux salafistes. C'est pas du tout la même doctrine. Le salafisme, c'est une doctrine particulière, avec une littérature particulière. Les Djaoulas, ce sont souvent des Jama'at Tablir. C'est un mouvement de prédication, un peu comme les témoins de Jéhovah dans le monde chrétien. C'est l'équivalent. Les Djaoulas donc, sont orthodoxes. Ils s'intéressent au texte, mais absolument pas au contexte. Or, le Fundi Rajabou s'intéresse au contexte parce qu'il est juriste. Et également au texte. Donc les discours des Djaoulas, je vous ai dit tout à l'heure, l'Indonésie est Shafi'i. D'accord? Comme les Comores. Il y a une fatwa qui a été publiée le 19 mars 2021 par le gouvernement indonésien et le conseil de la fatwa, le Haut Conseil des Ulama, des clercs, qui dit que la vaccination par AstraZeneca est interdite pour présence de résidus de porc dans le vaccin. Ils font une analogie avec le surfactant chez les enfants, où il y a également des hormones de porc dans le surfactant. Et le Sinovac. Pourquoi le Sinovac, le vaccin chinois? Parce qu'il subit une interdiction en lien avec la répression chinoise sur les Ouïghours. Donc ils vont transposer une histoire politique à une histoire vaccinale. Ce discours a été très suivi à La Réunion dans les réseaux sociaux numériques. Il y a énormément eu de groupes WhatsApp. Je donne des noms de groupes. Le groupe Votre Din 974, Dinaou, ou Coronacom, un groupe très suivi par les Comoriens durant le coronavirus, durant la pandémie, qui ont véhiculé ce message. Donc ça a fait effet boule de neige. Le Fundi Rajabou dit « Je justifie la vaccination car dans le Coran, enfin dans le hadith, il est dit « Allah n'a fait descendre une maladie sans qu'il n'ait également fait descendre son remède ». Il rappelle la première règle du droit musulman dans le Mousnad. La première règle du droit musulman, c'est la nécessité, la primauté de la vie ou la raison bien fondée annule la règle. C'est-à-dire que même s'il y a une interdiction du porc, s'il y a primauté de la vie, la règle est annulée. C'est ce que dit le Fundi Rajabou. Ensuite, un autre Fundi qui s'appelle Touahir dit, que j'ai interviewé, dit « Le remède, c'est le vaccin. C'est ce que nous devons tous faire, donc les Fundis, ce que nous devons tous dire, aux personnes qui viennent nous consulter. Il faut aller se faire vacciner pendant la salat Jumu'ah, pendant la prière du vendredi, à la mosquée du port. » Le Fundi Rajabou voit que sa communauté ne se vaccine que très peu. Il contacte le maire du port, M. Waro. Ils vont voir ensemble l'ARS. Et l'ARS, c'est le seul moment où, entre guillemets, là, il y a les laïcards, entre guillemets, qui se sont révoltés à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la mosquée du port, le centre culturel, s'est associé à l'ARS. Regardez l'affiche qui est tout en haut. Je vous laisse apprécier, c'est assez intéressant. La laïcité à la réunionnaise, comme disait Prosper Eve. Opération vaccinale où? À la mosquée du port un vendredi. Donc, le Fundi Rajabou qui est là en t-shirt, son t-shirt de l'association avec son logo, il dit sur les réseaux sociaux à l'ensemble de ses coreligionnaires, vous n'êtes pas vaccinés. Il fait une khotba, donc un sermon du vendredi sur la vaccination. Il dit, la coutume n'interdit pas de se faire vacciner, au contraire, c'est un intérêt collectif. Ils ouvrent les portes de la mosquée sur une journée, le vendredi 6 août 2021, et il y a vaccination de l'ensemble de ses coreligionnaires au niveau de sa mosquée et de son association. On le voit ici en direct sur Réunion Première, donc en train de se faire vacciner au journal télé de midi. Quelques éléments de discussion, et je crois que j'arrive à la fin de mon propos. Les éléments de discussion, c'est qu'il y a eu une transposition d'une histoire sacrée et une histoire coutumière à une histoire profane, biomédicale. Ce qui est bien dans le sacré, c'est que le sacré, c'est quelque chose qui est certain, ça rassure. Il n'y a que des certitudes. Quand on parle de Dieu, on n'est que certain quelque part. Quand on parle de coutume, il n'y a que des certitudes. Qu'ont fait les anciens, ils ont fait comme ça, donc il faut faire comme ça. Or, la science, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un discours plein d'incertitudes, des hypothèses, des tests d'hypothèses, on revient sur nos premières hypothèses, etc. Donc, c'est deux discours qui s'opposent. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu en termes d'analyse, je pense que ces usagers sont arrivés vers les Fundis pour être rassurés dans un premier temps, et surtout pour qu'on traduise les mots
complexe de ces politiques de santé publique. Donc la coutume a permis quoi? Elle a permis la reliance, au sens d'Edgar Morin, parce que la biomédecine, c'est de la pensée complexe. Edgar Morin nous disait qu'à travers une pensée complexe cloisonnée, pour relier les pensées complexes, il faut relier, concept de reliance. Ça a été également des passeurs culturels, ces Fundi, à travers la coutume, comme disait Jean Benoît, ils passaient d'une culture à l'autre. Et enfin des complémentaristes, comme disait Georges Devreux, ne mettre de côté aucune théorie valable, simplement les coordonner. La construction du statut de néo-Fundi est à l'origine pour moi de cette pluralité de discours. Alors je ne sais pas si j'emploie le terme pluriel ou le terme rhizome, c'est une question que je me pose actuellement. Pluriel, quand on parle de pluralité, ça ne signifie pas que les choses sont entremêlées. Or, lorsqu'il y a rhizome, comme disait Édouard Glissant, le rhizome, c'est une racine qui n'est pas unique, c'est une racine qui est multiple et qui rend plus fort. Donc je parle de rhizomisation, en tout cas de discours, sur la pandémie. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un article qu'on a publié en 2022 avec mon co-directeur de thèse. C'est une efficacité symbolique du discours du Fundi, au sens de Lévi-Strauss, au sens de Claude Lévi-Strauss, bien sûr. Et pour moi, attention, le mot final, ça serait que n'oublions pas l'éthique de la non-différence. Jean Benoît parlait de cette éthique de la non-différence. Ce n'est pas parce que j'ai grandi aux Comores ou je suis né à Mayotte et que je vis à La Réunion que ma pensée quotidienne se réfère à ma coutume. Je peux très bien penser comme un créole des hauts, comme un créole des bas ou comme un breton. Donc on a tous le droit à la non-différence. Merci beaucoup.